À l'âge de 13 ans, j'ai eu la chance, pourrais-je dire, de me faire renverser par une voiture. Et donc je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital, opération, fracture du bras, opération. Et j'ai découvert le milieu de la kinésithérapie. Et je me souviens juste d'un jour d'être sorti d'une séance en me disant « mais en fait c'est ça que je veux faire, mais pas comme ça ». Si on te demande c'est quoi la permathérapie, tu réponds quoi? C'est une approche de soins holistique, intégrative et écologique. Dans les outils d'alimentation, c'est pas ce que l'on mange. Ce n'est pas que ce que l'on mange. Un trouble psychique, ça va entraîner des perturbations au niveau physique. Et lorsqu'on a des perturbations au niveau physique, ça va entraîner des perturbations au niveau psychique. C'est très exigeant de travailler avec les champignons. Alors bonjour à toutes et à tous et bonjour Loïc Plisson. Je suis honorée de te recevoir dans le podcast Mange, Vie, Aime. Merci d'avoir accepté cette interview où nous allons discuter d'un sujet passionnant, la santé holistique, et présenter une méthode de soins dont tu es le fondateur. Nous allons parler de la permathérapie. Nous nous connaissons via nos casquettes de blogueurs, car tu es l'auteur du blog Se soigner autrement, et tu as plus récemment créé l'Institut international de permathérapie. Comme je suis très curieuse et assez sensible au contexte pour comprendre les choses, peux-tu te présenter à celles et ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent peut-être pas, et nous décrire ton parcours avant la conceptualisation de la permathérapie, s'il te plaît. Alors, bonjour Laura, merci beaucoup à toutes et à tous de nous écouter. Alors, mon parcours, il commence assez tôt, puisque à l'âge de 13 ans, j'ai eu la chance, pourrais-je dire, de me faire renverser par une voiture, ce qui m'a valu un arrêt de mes pratiques sportives. Je faisais du judo et du karaté, avec une intention de le faire à haut niveau, de manière assez intense, puisque j'en faisais de manière très intensive. Et donc je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital, opération, fracture du bras, opération, et j'ai découvert le milieu de la kinésithérapie. J'ai découvert un milieu de la kinésithérapie très classique, on pourrait dire, avec des poulies, avec des exercices répétitifs, et voilà, j'avais une espèce de machine, et je faisais du vélo avec mes mains, c'était parfaitement déplaisant et très pénible. Et j'en ai fait pendant assez longtemps, puisque j'en ai fait 3 fois par semaine entre janvier et avril 95. Et après, j'ai recommencé pendant 4 mois, puisqu'il y a une première opération, puis une deuxième opération. Et je me souviens juste d'un jour d'être sorti d'une séance en me disant « mais en fait, c'est ça que je veux faire, mais pas comme ça ». Voilà, des fois on a ces genres de fulgurances, on ne sait pas trop d'où elles viennent, mais voilà, c'est ça que je veux faire, mais pas comme ça. Puis je suis resté avec cette idée-là, le temps a passé, et à mes 15 ans, enfin lorsque j'ai eu 15 ans, j'ai rencontré celle qui est devenue, avec qui je vis aujourd'hui, celle qui est ma femme aujourd'hui, et sa mère elle est à la retraite maintenant, mais homéopathe. Et donc j'ai découvert un peu le milieu de la santé non conventionnelle, alternative. C'était pas du tout un milieu, mes parents étaient pâtissiers boulangers, et c'était pas le milieu dans lequel j'évoluais. Voilà, à part, souvent j'ai l'habitude de dire, à part le Synthol et l'Imodium, il n'y avait pas beaucoup de traitements à la maison, c'est à peu près tout ce qu'on faisait, ça s'arrêtait là. Après on n'était pas malade, donc c'était pas vraiment un problème non plus, tu me diras, mais bref. J'ai découvert donc l'homéopathie, et surtout j'avais toujours cette idée de kinésithérapie, et comme voilà, le sport m'attirait toujours, kinésithérapie, sport, ça colle plutôt pas mal, ça fait un bon match, donc kinésithérapie du sport, voilà. Et puis elle m'a dit, mais tu sais, je connais pas mal de praticiens, ça pourrait être intéressant que tu ailles faire des stages dans Juste Pouvoir, comment ils travaillent dans des cabinets. Et j'ai trouvé l'idée plutôt bonne, et donc j'ai passé toutes mes vacances, entre mes 15 ans et mes 20 ans, dans des cabinets de soins différents. Alors un coup bien conventionnel, un coup des gens beaucoup moins conventionnels. Ça m'a permis de découvrir plein de pratiques, et puis de commencer aussi à affiner mon œil, à regarder différemment. Donc ça, c'est
J'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après, j'ai fait un cursus relativement classique. J'ai fait une première année de prépa kiné. À l'époque, on ne passait pas systématiquement par médecine. Et puis l'année d'après, j'ai fait une première année de médecine. J'ai eu mon concours et j'ai fait mes 3 années de kiné par la suite. Mais toujours avec cette idée-là de faire autre chose, de ne pas faire... j'avais déjà un esprit qui avait été formé par ce que j'avais pu voir, que ce qu'on m'enseignait n'était pas forcément ce qui se vivait, que pouvait y avoir des différences de point de vue pour désigner la même chose, qu'on pouvait voir une personne et finalement la voir avec plein de regards différents. J'ai eu la chance de tomber sur une école où on était peu nombreux, il y avait 23 élèves par promotion et une très grande bibliothèque, plus de 2000 livres, et ce qui m'a donné l'occasion en fait de découvrir encore d'autres points de vue, d'autres façons de voir. Et puis j'ai aussi eu d'autres occasions de rencontrer d'autres praticiens, donc encore d'autres méthodes que celles que j'avais pu rencontrer, ce qui m'a permis de continuer d'explorer le monde du soin et les différentes approches qu'on pouvait avoir. Et puis, ça a été aussi le début où j'ai commencé à avoir des patients. J'ai aussi construit beaucoup ma pratique avec leur retour. J'avais ce que j'avais appris dans les livres, il y avait ce qu'on m'apprenait en cours, et j'avais surtout en fait ces personnes qui me guidaient et qui m'aidaient à progresser et à avancer. J'ai eu mon diplôme de kinésithérapie et en fait j'ai commencé là aussi à faire très rapidement. J'ai eu mon diplôme en juin, j'ai dû faire ma première formation en massage thaï, je me souviens, en septembre, donc tu vois, tout de suite après. Tout de suite après mon diplôme. Le diplôme était encore tout chaud que je faisais d'autres formations. Et là, je me suis lancé dans un parcours qui a duré une dizaine d'années, extrêmement intense, dans lequel je me suis formé donc massage thaï, à la médecine chinoise, à la fasciathérapie, à la microkiné, à différentes thérapies du sensible. Je me suis formé à l'aromathérapie, à l'hydrolathérapie à ce moment-là. J'ai commencé à me former à la phytothérapie là aussi. Je me suis formé à différentes formes de réflexologie, au shiatsu. Je me suis formé et puis j'ai aussi commencé à enseigner. J'ai eu l'occasion de faire de la recherche en fasciathérapie spécifiquement. J'ai accompagné ceux qui étaient mes formateurs en étant assistant de formation, et puis même j'ai donné des cours là aussi en fascia, et puis en psychopédagogie perceptive et en somatopsychopédagogie. Pendant ces 10 ans-là, j'avais quand même mon cabinet aussi, enfin mes cabinets, j'en ai eu plusieurs, et j'avais des copains dans le soin, des copains, des copines qui étaient dans le soin. Certains étaient médecins, kinés, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, infirmières. Et petit à petit, par des réseaux croisés, il y en a plusieurs qui sont venus me voir en me disant « J'aimerais bien que tu me formes en fait à ta façon de travailler. » Ou que tu m'expliques « Mais voilà, parce que là, tu m'as dit, mais c'est ça qui serait le plus adapté, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques en fait ton raisonnement. » Et donc j'ai commencé à proposer en fait des formations qui à l'époque n'avaient pas ce nom-là. On se retrouvait le soir au cabinet, dans la salle d'attente, et on se mettait tous et puis on parlait d'un sujet et puis on le déployait en fait un peu comme il venait. Et puis j'ai mes patients aussi, toutes les personnes qui me faisaient confiance, qui ont aussi commencé en fait à me demander. Et donc c'est en m'appuyant en fait sur toutes ces visions qu'a pu finalement en fait naître en moi cette idée de la permathérapie. Notre santé, avec ce lien avec la société que j'ai pu tenter si ce n'est d'expliquer, mais d'illustrer, est particulièrement important. Ça c'est déjà un point. Mais au-delà de ça, notre santé est très très liée à notre environnement, et notre environnement influence énormément notre santé. Et lorsqu'on parle de santé holistique, on va parler de l'aspect physique, l'aspect psychique, l'aspect spirituel éventuellement, mais on ne parle pas de l'environnement. On ne parle pas en fait de notre relation
à l'environnement, de comment notre environnement va influencer ce que nous sommes, comment nous allons influencer cet environnement, et je vais même plus loin en fait dans la relation. Lorsque l'on va parler de la relation, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, la relation qu'on a avec le soignant, ça on en parle, mais il y a aussi la relation qu'on a avec le traitement, qui est aussi importante. Lorsque je prends de l'aspirine, si je suis fâché contre l'aspirine, j'ai peut-être à me questionner sur la pertinence de l'aspirine à ce moment-là, ou de ma posture par rapport au traitement, et de ce que j'envisage comme santé. Je ne veux pas revenir, ça nous emmènerait trop loin, mais ce que je veux dire, c'est que il fallait en fait, pour moi, il fallait pas faire table rase, c'est complètement une absurdité, mais en fait, reconstruire sur ce qui existait, mais reconstruire en allant créer là où il y avait, selon moi, les expériences que j'avais pu avoir et les personnes avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger, etc., là où il y avait un manque, là où il manquait en fait quelque chose. Et c'est un petit peu tout ça, tout cette... je le représente souvent un peu comme un nuage. Tu vois, t'as plein de petits nuages, et puis tout d'un coup, en fait, tous ces nuages se rassemblent, ça fait un gros nuage, et là, t'as la pluie. La pluie, ça a été la permathérapie. Tous ces nuages se sont rassemblés, et il y a eu la pluie qui a formé qui a donné naissance à la permathérapie. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je suis concepteur de la permathérapie, mais pas fondateur. Si on te demande maintenant, donc tu dis je fais de la permathérapie, mais si on te demande c'est quoi la permathérapie, tu réponds quoi? Parce qu'il faut être succinct aussi et clair. Comment on fait pour présenter simplement ce qu'est la permathérapie? Alors je ne suis pas très à l'aise dans ces jeux-là de présentation, de pitch, tu vois, oui. De pitch marketing, c'est pas mon point fort, mais souvent je dis voilà, la permathérapie, c'est une approche de soins holistique, intégrative et écologique. Approche de soins parce qu'elle envisage l'ensemble, c'est pas juste une technique, c'est pas juste un outil. Elle réenvisage en fait une façon de voir le corps, une façon de lire le terrain, une façon de choisir ses outils. Holistique, elle prend en compte la personne dans sa totalité. Intégrative, on va prendre en compte les autres approches de soins sans mettre une approche au milieu. C'est une vision intégrative plutôt anglo-saxonne. Il n'y a pas une médecine au milieu et puis les autres qui vont graviter autour. Ça, c'est la vision un petit peu française, allemande aussi. On a une vision comme ça de la médecine intégrative. Il y a la médecine conventionnelle et le reste, ça gravite autour, mais plutôt il y a une personne et les différentes approches qui peuvent être autour et aller en fait chercher dans chacune de ces approches ce qui va correspondre le mieux à la personne et la vision qui sera la plus pertinente pour la personne. Et la façon même dont elle est conceptualisée, dont elle s'est construite, la permathérapie, elle prend en compte cette notion d'intégration. C'est inclus dans la vision. Et puis, écologique, parce qu'elle prend en compte l'environnement, l'impact que nous avons sur l'environnement et l'impact que l'environnement a sur nous. Ok. Et du coup, tu t'inspires beaucoup des principes de la permaculture, d'où le nom permathérapie. Exactement. Alors, en permaculture, on a 3 grandes éthiques qui précèdent les principes, qui sont être attentif à la vie, être attentif à l'humain et redistribuer l'excédent. En permathérapie, on a 3 grands principes. Être attentif à la vie. D'abord, je regarde comment la vie s'exprime. Après, être attentif à l'humain. Comment la personne s'exprime dans sa vie. Et ensuite, apporter de l'autonomie. Donc, lui permettre d'évoluer, de grandir dans la situation dans laquelle elle se trouve. Okay. Avec des niveaux qui peuvent être différents. C'est-à-dire, si je suis médecin, je ne vais pas travailler en permathérapie comme si je suis kiné, ou si je suis infirmier, ou si je suis pas professionnel de santé. Je vais l'aborder différemment. Il y a différents niveaux, en fait, de pratique, mais à chaque fois, il y a cette idée de être attentif à la vie, être attentif à l'humain et apporter de l'autonomie. Ok. Et quand on est attentif à l'humain, j'ai vu que tu faisais attention aux différentes dimensions du corps. Tu vois l'humain comme justement une combinaison de plusieurs dimensions. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces dimensions de l'humain dans ton approche? Alors les dimensions, c'est une partie en fait de cette lecture-là d'être attentif à l'humain, effectivement. On va considérer qu'il y a 5 dimensions.
5 dimensions chez un humain. On va avoir la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension relationnelle, la dimension historique et la dimension de sens. Ces 5 dimensions, elles nous permettent, en tant que praticien en permathérapie, ou même lorsqu'on se regarde avec le regard de la permathérapie, de savoir en fait quels sont les aspects de notre vie qui sont importants, qui nous nourrissent en ce moment, ou au contraire qui sont difficiles, qui nous confrontent, qui sont vides en ce moment. Et on se rend compte que, eh bien, en fonction des personnes et en fonction des périodes de notre vie, il y a certaines dimensions qui vont être plus ou moins importantes. Donc ça, c'est le premier intérêt en fait de ces dimensions, c'est de voir ce qui va m'apporter. Je vais donner un exemple tout simple. Je me cogne le pied contre une table. Si je vais voir un soignant à ce moment-là et qui s'occupe que de l'aspect physique, mais que moi je suis dans une dimension de sens et que j'essaie de donner un sens à ce qui m'est arrivé, mais pourquoi je me suis tapé le gros orteil à cet endroit-là? Qu'est-ce qui a fait ça? Que ce soit d'un point de vue scientifique ou métaphysique, en fait, peu m'importe, ça reste une dimension de sens. Il répondra pas en fait à ma problématique. Parce que ma problématique, oui, elle est dans mon petit orteil, mais elle est dans tout le reste aussi. Et elle est dans ces dimensions-là. Donc les dimensions, en fait, elles nous parlent à la fois de ce que nous sommes à un moment de notre vie, et elles parlent aussi des différents regards que l'on peut porter sur une même situation. Et en fonction du regard que l'on va porter, eh bien, ça va nourrir un autre aspect de nous. Ça me parle beaucoup. Je sais pas si tu sais, ouais, du coup, chez Madame Shiitake, donc sur mon blog, j'apprends aux gens justement à se nourrir à tous les niveaux, donc en nutrition, donc apprendre à se nourrir le corps d'une alimentation nutritive, mais aussi apprendre à se nourrir sa vie, nourrir ses valeurs, apprendre à se nourrir aussi à la fois le corps et l'esprit. Et pour ça, j'ai plusieurs techniques, plusieurs outils. Toi, en permathérapie, c'est 4 outils. L'alimentation, la phytothérapie, les techniques manuelles, les techniques instrumentales. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous donner plus de détails sur les outils que tu utilises en permathérapie? Alors, on a effectivement 4 familles d'outils, mais ils s'appellent exactement alimentation, plantes, techniques manuelles et gestuelles et techniques instrumentales. Je rectifie juste parce que tu vas voir. Ouais, voilà, c'est plantes. Ça change un petit peu le. Parce qu'il y a aromathérapie, il y a plein de choses. Les bourgeons. Ça change un peu le choix, exactement. Ouais. Ouais. Dans les outils de l'alimentation, en fait, et là on se rejoint tout à fait avec Madame Shiitake. On se rejoint tout à fait dans l'idée. Dans les outils d'alimentation, c'est pas ce que l'on mange. Ce n'est pas que ce que l'on mange. On va parler, il y a la diététique, mais il y a tout ce qui nous nourrit au quotidien. Dans l'alimentation, l'idée, dans cette catégorie d'outils, c'est ce qui va avoir un impact peu puissant, mais dont la répétition va faire la force. L'exemple que je donne souvent, c'est le fait de se brosser les dents. Si je me brosse les dents 1 fois par an, ça va pas être terrible. Voilà. Ah non, détrompe-toi, au XIe siècle, on se lavait beaucoup plus fréquemment que ça. Je sais, je rigole. Mais voilà, on sent bien que c'est un peu juste 1 fois par an. Donc, ce qui va être utile en fait dans le brossage des dents, c'est la répétition. En tant que tel, c'est pas très puissant, parce que ça permet pas d'avoir les dents qui restent propres en fait longtemps. Elles vont rester propres, mais jusqu'à ce qu'elles deviennent sales très rapidement. Donc c'est très court. Mais c'est la répétition qui va faire sa puissance. Un autre exemple peut-être un peu plus parlant, la méditation. C'est pas parce que je médite 1 fois tous les 5 ans que ça va être efficace. C'est la répétition de la méditation. Et c'est pas parce que je vais méditer 5 heures que ce sera plus efficace que si je médite 300 fois 5 minutes. Tu vois, 3 fois, ce sera plus efficace que 5 heures. Parce que c'est la répétition, encore une fois, qui donne la puissance de ces techniques-là. Donc, dans les outils de l'alimentation, on va retrouver la diététique, mais ce qui va concerner l'hygiène physique et l'hygiène psychique. J'entends par hygiène physique, en fait, ce qui va me concerner, mon corps, et le fait que ce soit répété régulièrement, et l'hygiène psychique, ce qui va correspondre plutôt à mon esprit. C'est une séparation qui est tout à fait discutable,
j'en conviens, parce que ce qui impacte l'un impacte l'autre, et inversement, c'était juste pour faire des catégories. Ça, c'est pour faciliter surtout les étudiants quand ils apprennent la permathérapie, pour les aider en fait à s'y retrouver. Avoir des classeurs. Voilà, avoir des classeurs bien rangés, c'est plus facile. Dans la catégorie plantes, et c'est pour ça que je me suis permis de corriger un petit peu tout à l'heure, parce qu'on va retrouver tout ce qui va concerner l'utilisation du végétal, mais également du milieu fongique. C'est pas que les plantes, c'est plantes avec un P majuscule, un peu au sens large du terme. Donc on va retrouver les différentes plantes qu'on va pouvoir utiliser aussi bien en plantes fraîches ou sèches, mais également sous forme d'alcoolature ou de nature mère, sous forme d'huile essentielle, sous forme d'hydrolat. Donc c'est lorsqu'on fait une huile essentielle, on a l'huile essentielle et l'hydrolat, c'est la partie aqueuse. On parle quelquefois d'eau florale ou d'eau de fleurs pour les hydrolats. De bourgeons, qu'on aime bien appeler en permathérapie les élixirs de bourgeons, parce que c'est quand même beaucoup plus joli que macérat glycériné de bourgeons, ce qui n'est pas très joli comme mot. Donc, mais on va travailler avec les bourgeons. On va travailler avec les vinaigrés, une plante dans un vinaigre tout simplement. On va travailler, qu'est-ce que j'oublie, je ne sais plus où j'en suis. Infusion, décoction, toutes les formes en fait qu'il peut y avoir, mais également, voilà, les champignons, les algues, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va utiliser les formes sous les plantes et même les champignons sous toutes leurs formes dans cette appellation-là. Et ça, c'est un point qui est assez spécifique à la permathérapie, c'est que entre chaque différents types d'extraits, je ne vais pas avoir la même action. On va avoir les techniques manuelles et gestuelles, troisième catégorie. Bon, ça semble assez évident. On va utiliser nos mains ou faire bouger le corps de la personne, que ce soit le massage ou le fait de faire des pressions. Donc là, on s'inspire beaucoup des techniques comme le shiatsu, le massage thaï, qui est avant tout un massage thérapeutique. Je tiens quand même juste à le rappeler là au cas où, que ce soit bien clair. Le massage ayurvédique, mais également des techniques comme la fasciathérapie, etc. Enfin, moi là, je suis allé puiser en fait dans mon propre panel aussi de techniques, mais c'est ouvert en fait à différentes techniques, différents outils. Ce qui nous importe, c'est pas tant de savoir quel outil je vais utiliser pour telle problématique, mais c'est comment je vais pouvoir choisir l'outil qui sera le plus adapté chez la personne. C'est plutôt ça en fait notre raisonnement. Et après, ce sera l'outil avec lequel moi je suis le plus à l'aise. Et puis dans les techniques instrumentales, on va retrouver tout un tas d'outils différents, mais ce qui va les caractériser, c'est qu'ils vont respecter l'intégrité de la personne. Et justement, donc tu nous as parlé de médecine traditionnelle asiatique, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique en Inde. La naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Tout ça, c'est un point commun, c'est des philosophies différentes, mais holistiques pour le point commun. Quelle serait selon toi, comment tu pourrais dire, la différence principale, par exemple, avec la naturopathie, dont tu es proche, mais c'est une autre philosophie? Alors, avant de répondre à ta question, je veux juste qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par naturopathie, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de pratiques qui ne sont finalement pas de la naturopathie telle que je l'entends. Donc, moi, je m'appuie sur la définition de la naturopathie qui s'appuie sur 5 piliers: le vitalisme, l'humorisme, l'hygiénisme, le causalisme et l'holisme. La naturopathie, elle s'appuie sur ces principes-là et donc ces 5 piliers-là. Et par exemple, pour ne donner qu'un exemple, mais je pourrais en continuer, on ne va pas utiliser le principe du causalisme. L'idée du causalisme, c'est d'aller chercher la cause première qui est à l'origine de l'expression chez la personne et d'aller traiter la cause. Ça paraît très beau sur le papier, mais c'est quelque chose avec lequel en permathérapie on ne travaille pas. Donc on ne s'appuie pas sur le causalisme, on va dans un premier temps chercher l'expression d'un trouble. Comment le trouble s'exprime ? Quelles sont ses modalités d'expression ? Modalités d'expression dans le temps, modalités d'expression chez la personne spécifiquement. Le causalisme ne fait pas partie des principes de la permathérapie. Au même titre que l'humorisme. L'humorisme, c'est l'utilisation des humeurs. En permathérapie, nous, on s'appuie sur 4 systèmes fondamentaux. Le système immunitaire,
le système hormonal, le système nerveux et le système tenségral. Le système tenségral, pour le faire très simple, c'est le système locomoteur avec tous les fascias. C'est tout ce qui nous permet de nous mettre en relation avec l'extérieur et de mettre les structures entre elles. C'est celui qui a pour fonction la mise en relation. Ces 4 systèmes-là, ce ne sont pas des humeurs. Et les humeurs, donc on va avoir la bile, l'atrabile, le sang, la flegme. Ce sont les 4 humeurs de l'humorisme. On ne travaille pas avec ces humeurs-là. Nous, on travaille avec les systèmes. Le vitalisme, c'est l'idée de s'appuyer sur la vitalité de la personne et qu'on va définir la vitalité de la personne en fonction des manifestations qu'elle va pouvoir avoir. Là, on se rejoint un petit peu avec la naturopathie. On n'appelle pas ça de la même manière. Nous, on a ce qu'on appelle le contexte héréditaire. Dans le contexte héréditaire, on va avoir la façon dont la personne va gérer sa vitalité et on va avoir différentes formes de constituants, c'est les différentes façons de mettre en mouvement cette vitalité chez une personne. Donc, on va dire là, on pourrait se rejoindre, tu vois, avec la naturopathie, avec le vitalisme, parce qu'on pourrait considérer que c'est une forme de vitalisme avec d'autres vocabulaires, même si c'est pas les mêmes théories qui les sous-tendent, on est assez proches. L'hygiénisme, alors si on entend hygiénisme au sens du 19e siècle, non, puisque l'idée de l'hygiénisme, en fait, derrière, c'est de se nettoyer des miasmes que nous apporte le milieu extérieur, alors que nous, on considère qu'on fait partie de ces miasmes du milieu extérieur, donc, et qu'on a à vivre, en fait, en harmonie, accordée, avec ces écosystème, ouais. Exactement, avec ces différents microbes, virus, bactéries, parasites, champignons. Ah bah, holisme, là on est d'accord. Ouais. Donc voilà, l'holisme, c'est l'idée de prendre en compte l'ensemble. Là, on se retrouve parfaitement avec la naturopathie, avec cette vision d'holisme. Mais je me permets quand même de le dire, la médecine conventionnelle n'est pas une médecine non holistique. C'est aussi une médecine holistique. C'est une médecine holistique avec son regard, qui est un regard quelquefois qui peut nous paraître limité, qui peut nous paraître limitant, mais ça reste une médecine holistique. La question, en fait, c'est avec quel regard je le porte. Et la médecine conventionnelle, de son point de vue, est une médecine holistique. Quand on demande à un médecin conventionnel, il va te dire, oui, j'ai envisagé l'ensemble des informations en fait, de la personne qui pouvait influencer la situation. Donc pour lui, c'est une vision holistique. Donc de dire que c'est ça la seule différence, non, en fait, la philosophie de fond fait que, oui, on a une autre façon de voir le tout de la personne, mais chacun va se considérer holistique à son image. Donc, ouais. Pour moi, c'est surtout ça qui différencie la permathérapie de la naturopathie, tu vois, dans ses fondements. Après, dans les outils, on a des outils qui sont proches. On va utiliser des plantes, on va utiliser des éléments diététiques, des éléments d'hygiène de vie, la thérapie manuelle, tout ça, on va le retrouver en naturopathie. Et du coup, on voit que donc il y a cette quand même dimension holistique. Donc dans ton approche, on a parlé des dimensions de l'humain, des dimensions du corps. Quelle est la prise en compte de la santé mentale dans ton approche avec la permathérapie ? J'aime bien dire que en permathérapie, on considère que l'esprit et le corps ne sont pas liés, mais que l'esprit est le corps, que le corps est l'esprit. Souvent, je dis, mais si les deux étaient liés, il y aurait un lien entre les deux et on pourrait avoir des pathologies de ce lien entre les deux. Mais il n'existe pas de pathologie de lien entre les deux. Lorsqu'on va avoir une pathologie, un trouble psychique, ça va entraîner des perturbations au niveau physique. Et lorsqu'on a des perturbations au niveau physique, ça va entraîner des perturbations au niveau psychique. Là où on va se poser la question, nous, c'est dans quelle dimension ça va s'exprimer principalement chez la personne. Et là, ça va nous donner en fait la voie d'entrée. Ça ne nous dira pas ce que l'on va traiter, ça va nous donner la voie d'entrée. Mais nous, on va traiter l'ensemble de la personne, mais la voie d'entrée nous sera donnée par la dimension de la personne, dimension dont on parlait tout à l'heure. Là, j'ai envie d'enchaîner avec 2 questions plutôt précises, justement, qui pourraient intéresser en tout cas mes auditeurs et auditrices, qui sont particulièrement intéressés par la question de l'inflammation. Donc si par exemple, quelqu'un se présentait à toi avec un problème lié à une inflammation,
quels seraient tes conseils et recommandations ou avertissements, par exemple, avec ton expertise, par exemple, en phytothérapie ou toute autre technique? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme cas concret, un exemple de conseil sur cette thématique-là? Je te propose de t'expliquer un petit peu le raisonnement que j'aurai, voilà. la modalité du raisonnement comment je vais poser mon raisonnement. Lorsque je vais avoir une inflammation, l'inflammation, elle est produite par le système immunitaire. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas tant l'inflammation en tant que telle, c'est l'expression de l'inflammation et comment elle va s'exprimer chez la personne. Parce que le système immunitaire qui réagit par une inflammation, ça c'est physiologique. Il a eu raison de le faire, c'est une réaction normale, c'est une réaction où il va chercher en fait à reconstruire ou à répondre en fait à une problématique. Mais en fonction en fait on peut peut-être préciser, l'inflammation est un phénomène extrêmement complexe qui, bien que principalement ordonné par le système immunitaire, va mettre en relation nos autres systèmes, le système nerveux, le système hormonal et le système tenségral, donc nos 4 systèmes fondamentaux. En fonction de la façon dont il va s'exprimer, eh bien, ça va me donner quel est le système désaccordé, quel est le système vers lequel le corps est le plus en tension et finalement n'arrive pas à réguler l'inflammation seule. Je vais te donner des grandes lignes pour qu'on le saisisse. Après, il faudra aller le voir dans le détail chez la personne, mais je te dis, je n'ai pas de cas concret là à te présenter. Mais lorsqu'on va avoir, par exemple, une inflammation et qui va apparaître, disparaître, qui va bouger très vite. Ça apparaît très vite, ça disparaît très vite, ça apparaît très vite, ça disparaît. On va retrouver ça dans certaines situations. Ça nous parle du système nerveux. Et nous, on va chercher à réaccorder d'abord le système nerveux. La même chose, sauf que l'inflammation, elle a tendance à apparaître lentement, et puis elle disparaît lentement, et elle réapparaît lentement, et elle disparaît lentement, et elle va mettre il y a une espèce de rythme. Ça nous parle du système hormonal. C'est les modalités d'expression du système hormonal. Rythmique, plus que cyclique, rythmique. On va avoir des expressions de cette inflammation qui vont être étendues et qui vont petit à petit en fait se concentrer. Tu vois, comme si tout partait de l'extérieur et allait de plus en plus se concentrer vers une zone, un point ou un ensemble. Tu vois, il y a une espèce d'effet centripète. Ça va vers le centre. Ça nous parle du système tenségral. Puis on va avoir l'inverse, comme si en fait ça se diffuse. Ça nous parle du système immunitaire. Et en fonction de la façon dont on va s'exprimer notre inflammation, eh bien nous irons travailler sur le système correspondant. Où que se situe l'inflammation. Que l'inflammation soit au niveau de la peau, au niveau du système digestif, au niveau de ce que tu veux. C'est ça qui va nous permettre en fait de penser dans un premier temps. Le système où il s'applique, ce sera pour nous en fait juste le système connexe, le lieu en fait d'expression de cette inflammation, mais ce ne sera pas le lieu de travail en sens où c'est pas ça qu'on va viser. Tu vois la nuance? C'est-à-dire que nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord de travailler sur le système immunitaire, d'abord de travailler sur le système hormonal, d'abord de travailler. Faire ce rééquilibrage. Nous, on parle d'accordage dans le sens où la personne, eh bien, si on garde l'idée d'équilibre, on peut très bien être déséquilibré, mais être en parfaite santé. Ouais. Parce que la santé, en fait, on va les définir à la hauteur de ce qui nous correspond. Il y a d'autres raisons qui font qu'on n'utilise pas le terme équilibre, mais ça demanderait là une longue explication et ça fait déjà un certain temps que je parle. Je voudrais pas accaparer toute l'antenne, tu vois. Mais, non, parce que il y a d'autres niveaux d'explication, mais on va considérer, tu vois, quand tu as un orchestre qui joue, si tout l'orchestre est faux, ça va te sembler juste. Parce que si tout le monde est faux, pareil.
Ouais, Si voilà. tout le monde est faux, mais accordé ensemble, ce sera bon. Eh bien, une fois que je vais avoir défini ces éléments-là, je vais aller chercher les éléments en fait, du terrain spécifique de la personne. Alors, on a parlé de dimension tout à l'heure, mais on va aussi avoir les constituants, la vitalité, comment elle gère la vitalité, j'en ai parlé aussi rapidement tout à l'heure. On va avoir également ce qu'on appelle les dynamiques. Les dynamiques, c'est la façon dont je pourrais rentrer en relation avec une plante ou un produit ou une technique, un outil, etc. Dans quelle direction cette relation pourrait aller. Ça va dépendre du tropisme qui est concerné, du système fondamental, c'est ce qu'on appelle le tropisme, qui est concerné, et puis après, du terrain de la personne. Comment ça va s'exprimer, puis après on a d'autres niveaux de lecture, les tendances, etc., qui nous permettent de préciser encore plus le niveau d'action qu'on va souhaiter mettre en place. Et ouais, du coup, aujourd'hui, donc, tu n'es plus seulement thérapeute, tu es donc formateur. Comme je te l'ai dit au début de l'interview, tu as créé l'Institut international de permathérapie. Et à travers une interview comme ici, et puis toutes les interviews, les passages que tu fais, notamment à la radio, à l'antenne, tu es bien décidé à faire connaître ce sujet au plus grand nombre. Et tu sors, donc le 20 juin 2024, ton premier livre, La permathérapie, se soigner naturellement avec les principes de la permaculture, aux éditions Guy Trédaniel. Tu peux nous présenter ce livre et quel impact tu espères avoir grâce à sa publication sur le quotidien des lecteurs, par exemple? Okay. Elle est difficile ta deuxième question. Alors déjà, présenter le livre, on va commencer par celle-là. Donc c'est un livre qui a pour vocation d'être une introduction à la permathérapie. Une introduction qui présente à la fois un peu ce que je t'ai raconté, tout le raisonnement, ce qui m'a amené, ce qui amène à la conceptualisation de la permathérapie, les grands concepts, les grands principes, les grandes éthiques de la permathérapie. Là, voilà, on présente les différents principes, etc. Et puis, dedans, j'ai souhaité glisser quelques éléments un peu pratiques. Mais tu as vu, c'est difficile de dire pour ça, vous faites ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement absent de la permathérapie. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de protocole qui est proposé. Je déteste les protocoles. J'ai toujours détesté les protocoles. Donc, mais l'idée, ça a quand même été d'être un peu pratique et puis de montrer, dans cette situation, comment nous, on verra en permathérapie la situation, comment on la comprendra, etc. Donc c'est un petit peu ça la ligne du livre, être à la fois une présentation assez générale et puis un côté un petit peu plus accessible à tous pour aller saisir dans le quotidien comment ça peut impacter notre vie et notre façon d'envisager à la fois la santé et le soin. Ça c'est pour le livre. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que je souhaite comme impact ? Ce que je souhaite avant tout, c'est qu'on accepte le fait de voir le soin en se questionnant sur de quel point de vue je veux le regarder. De se laisser aussi la possibilité de dire on peut envisager les choses différemment, sans que ce soit incompatible. Pourquoi aujourd'hui vouloir absolument chercher les principes actifs des plantes utilisées en médecine chinoise et de dire oui, elle fait ça parce qu'elle a tel principe actif. Mais oui, mais en médecine chinoise, c'est pas pour ça qu'elle est donnée. Tu vois, c'est pas le principe actif, il est intéressant dans notre vision, dans la vision conventionnelle, il a son rôle. Mais il n'y a pas que cette vision-là, il y a d'autres champs en fait qui existent. Et alors, qu'on adhère à ceux de la permathérapie, j'ai envie de dire super. Mais il n'y a pas que celle-là, quoi. Il y en a d'autres, mais ouvrir ce champ-là, oui, il y a d'autres façons de voir. C'est pas moins bien ou mieux, tu vois, la naturo est pas mieux ou moins bien que la permathérapie, la médecine chinoise est pas mieux ou moins bien que la naturo, et ces guerres-là, elles sont stériles, elles ont aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, moi là, je propose un modèle dans lequel on voit le corps d'une certaine manière. J'ai juste une dernière question. Une question parce que tu es formée en mycothérapie, donc c'est la science de l'utilisation des champignons à des fins thérapeutiques. Et moi, j'ai choisi mon nom de blogueuse, Madame Shiitake. Je voulais te demander ce que t'en pensais.
Qu'est-ce que c'est un très beau nom. Tu aurais pu l'appeler Madame Lantin-Chen, mais c'était moins joli que Shiitake. Voilà, donc tu as raison, Shiitake était plus adapté d'utiliser le mot japonais plutôt que le mot français. T'avais que le clin d'œil quand tu m'as contacté tout de suite, le fait d'utiliser son âge, je trouve ça très chouette. Moi, j'aime particulièrement l'utilisation des champignons parce qu'ils viennent exploser tous les repères dans lesquels on est. Là, je t'ai présenté un petit peu les choses avec... il y a des catégories, encore une fois, c'est pour être didactique, hein, ça facilite les choses. Et les champignons, ils rentrent pas dans ces catégories-là. Les champignons, ils rentrent pas dans ces catégories-là parce que la nature propre du champignon, c'est cette transversalité. Au même titre que c'est un règne qui est transversal entre le règne animal et le règne végétal, les champignons, en fait, ont cette... agissent sur nous avec cette transversalité. Et là où on a... des dynamiques qui sont à peu près claires ou des tendances qui sont claires, etc. Les champignons, ce sont des exceptions qui sont claires. En règle générale, il y a une grande transversalité. Et c'est fascinant de travailler avec les champignons. Extrêmement exigeant aussi. C'est très exigeant de travailler avec les champignons parce que ça demande beaucoup de précision. Moi, j'aime beaucoup... travailler avec eux, même si je pense que je suis encore loin de pouvoir dire que je suis un expert en mycothérapie, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'ai un certain niveau de connaissance en champignons, mais avant de dire que je suis un expert, je pense qu'il y a encore un peu de travail. Bon, j'espère que j'ai pas été une Madame Shiitake trop exigeante avec toi, que ça a été aussi comme il fallait. C'est toujours juste. C'est juste. En tout cas, merci vraiment pour cet échange. Si on souhaite se renseigner sur la permathérapie, sur les formations que tu proposes ou suivre tes actualités, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, si on souhaite sur les formations et sur l'aspect formation qu'on soit particulier juste pour soi ou professionnel, bien, je vous invite à me rejoindre sur permathérapie.com, qui est le site de l'Institut international de permathérapie. Et puis ici, c'est plus pour aller... chercher des informations autour de la santé naturelle et holistique sans forcément être dans un dogme. Alors je parle plus de permathérapie, hein, c'est sûr, mais je ne parle pas que de permathérapie. Vous pouvez me rejoindre aussi sur sesoignerautrement.net où là, je navigue aussi vers d'autres approches et c'est plus un panorama des différentes approches pour apprendre à devenir créateur de santé. Ok. Je ne manquerai pas de mettre toutes ces informations dans la description de l'épisode. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que tu veux rajouter pour le mot de la fin ? Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour ce podcast. J'espère ne pas avoir trop digressé. Je suis allé dans des champs pas forcément évidents à première vue, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. S'il y a un espace de commentaires, ou bien sinon, vous pouvez me contacter pour qu'on échange entre nous. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Loïc. Merci pour cet échange et je te souhaite une bonne continuation et un bon succès à la publication de ton livre. Merci infiniment.